Bonjour à tous, donc je vais continuer cette restitution avec le volet industriel. Donc je ne vous présenterai pas les usines de Meatpall, d'une part parce que comme on l'a vu jusqu'à présent, il y avait un certain nombre d'articles industriels qui ont été présentés. Donc ça a été assez dense pour choisir. Et d'autre part car je n'ai pas eu la chance de les visiter, donc je ne serai pas en mesure de vous donner des précisions. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les différents articles qui ont été présentés. Donc sur la partie industrielle, donc deux sections principales, l'ingénierie avec 13 présentations, 4 posters, et une section process avec 25 présentations et 17 posters. Donc en plus de cela, une section également sur les coproduits, dont on parlera tout à l'heure. Donc j'ai sélectionné en fait une dizaine d'articles pour essayer de vous donner un peu une vision globale des sujets qui ont été abordés. Donc je l'ai décomposé en trois sous-ensembles. Une partie qui concerne en fait l'innovation au niveau de la ligne de production du sucre, donc de l'avant-usine jusqu'à la cristallisation. Un focus un peu particulier en fait sur le développement des outils numériques qui ont été très présents lors de cette ISSCT. Et puis un élément sur les coproduits et la valorisation donc des coproduits en sucrerie de canne qui conserve tout son intérêt. Donc sur la partie production, donc premier sujet qui concerne en fait l'extraction. Donc sur l'extraction, il y a eu à peu près 5-6 publications qui traitaient essentiellement sur des bonnes pratiques, que ce soit en Colombie, en Inde ou dans d'autres pays. J'ai choisi en fait de sélectionner un article qui reprenait en fait l'évolution des différentes typologies de moulins et le développement notamment des moulins à deux rouleaux dont l'utilisation se fait de plus en plus forte, essentiellement pour des raisons de performance énergétique. Donc là, on comprend bien qu'ayant uniquement deux rouleaux à mettre en mouvement, et on le verra sur les chiffres juste après, on a des performances énergétiques qui sont bien meilleures que dans le cadre de moulins conventionnels à 3 rouleaux, donc 2 points de pression. L'inquiétude principale en général concerne en fait les performances en termes d'extraction et d'humidité bagasse dans la mesure où, dans le cadre de ces typologies de moulins, on va avoir qu'un seul point de pression. Et donc pour ça, un certain nombre en fait, de bonnes pratiques peuvent être mis en place pour compenser le fait d'avoir uniquement un seul point de pression. On va retrouver en fait des choses qui sont pas nouvelles, qui sont connues, mais l'article synthétisait bien cet ensemble. Donc ça peut être l'utilisation de rouleaux perforés, donc type Lotus, pour accélérer en fait le drainage du jus au niveau du point de pression. Au niveau de la reprise en humidité du lead bagasse, on va avoir en fait différentes technologies de systèmes anti-réabsorption, donc qui vont permettre de décomprimer de manière progressive en fait le lead bagasse à la sortie des deux rouleaux et donc empêcher à la manière d'une éponge que le lead bagasse réabsorbe en fait le jus. Et puis après un certain nombre d'éléments sur des pressions hydrauliques à différents endroits du moulin pour optimiser l'entraxe entre les rouleaux et le point de pressage. En termes de performance, donc l'article présentait en fait la comparaison avec l'utilisation d'un moulin de rouleaux comme 5e moulin, donc à la fin de la batterie. Donc sans surprise, en fait, on va avoir une consommation énergétique qui est fortement réduite. Et après un maintien des performances process, donc de l'humidité bagasse, de la pôle et de l'extraction, qui restent relativement similaires, bon, qui sont meilleurs dans ce cas-là, mais les tonnages sont un peu différents, donc les cas sont difficilement comparables, mais qui, de par l'utilisation de rouleaux perforés, de ces systèmes anti-réabsorption, permettent de maintenir en fait des performances similaires à des moulins conventionnels, 3 rouleaux, enfin en tout cas 2 points de pression. On va rester maintenant sur la partie extraction, mais cette fois-ci avec de la diffusion. Donc l'idée en fait de l'article proposé, donc c'est pas une idée qui est toute nouvelle puisqu'elle date des années 60, c'est de proposer en fait une modification d'un diffuseur de canne pour être en mesure de produire en fait du jus clair directement à la sortie et donc bypasser l'ensemble de l'atelier d'épuration. Donc c'est un challenge relativement ambitieux, mais qui présente par contre des avantages notables, puisque du coup on va avoir un nombre d'équipements réduit, puisque l'ensemble du travail se fera dans le diffuseur.
Une consommation de vapeur également réduite puisqu'on élimine tous les circuits de réchauffage au niveau de l'atelier d'épuration, pardon, et des pertes en sucre également réduites. Donc, les principaux inconvénients de la solution que je vais vous montrer avant cette présentation de l'ISSCT étaient en fait les taux de percolation qui étaient réduits et la prise en couleur forte du jus à la sortie du diffuseur. Donc, on part ici en fait d'un diffuseur de canne classique, donc qui présente une douzaine ici de cellules avec une entrée de la canne et donc l'imbibition qui arrive à contre-courant pour se charger en sucre et ressortir au niveau du jus ici. Donc, on va retrouver les réchauffeurs en tête du diffuseur et également les vis de levage qui permettent essentiellement en fait d'assurer un bon taux de percolation au niveau du lit de bagasse. L'idée présentée en fait consiste à modifier la tête du diffuseur pour laisser une partie des cellules à co-courant, injecter en fait le lait de chaud et les flocculants qui initialement étaient injectés dans l'atelier d'épuration en tête du diffuseur pour que le lit de bagasse en fait agisse comme un filtre pour les non-sucres et récupérer en sortie ici du diffuseur un jus clair direct. Et le taux de percolation, malgré l'ajout de flocculants et de lait de chaud, est maintenu à un taux correct grâce aux vis de levage en réalité ici. En termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? Donc, sur l'usine en Afrique du Sud sur laquelle ce projet a été mis en place, on a des taux de percolation qui sont relativement similaires et également des turbidités et couleurs du jus qui sont relativement similaires, donc réalisées selon différentes méthodes. Donc, ce qui est intéressant pour la suite. D'un point de vue énergétique également, c'est intéressant puisque on va avoir en fait un jus clair qui sort plus chaud, avec en revanche la contrainte de travailler à un peu plus haute température à l'entrée du diffuseur de quelques degrés, ce qui augmente légèrement la consommation de vapeur, mais étant donné que derrière on bypasse l'atelier d'épuration, au global on y gagne. Et puis en termes d'extraction, sur cet exemple, on a des performances similaires. En revanche, un gros problème est celui de la concentration en bagassilo au niveau du jus qui sort du diffuseur. Donc il y a des taux relativement élevés, au-delà de 80 ppm, avec des objectifs initiaux qui étaient inférieurs à 10 ppm. Donc on ne peut pas se passer d'un filtre en fait en sortie du diffuseur. Donc de manière générale, la solution est quand même assez intéressante et permettrait de valoriser aussi l'utilisation de diffuseurs. En revanche, ça nécessite donc l'ajout d'éléments complémentaires et notamment de filtres. Et en complément, en fait, un point qui est un peu éludé sur cet article, c'est le fait que ici, le diffuseur a une capacité bien plus importante que le débit de canne qui passe réellement, ce qui fait que je pense que l'impact, notamment sur l'extraction, reste mineur. Donc il faudrait faire l'étude sur un diffuseur dimensionné correctement. Je vais passer maintenant à la partie évaporation, donc avec un article en fait sur l'optimisation du choix de la surface et de l'acier pour les réchauffeurs et les évaporateurs, quels qu'ils soient. Donc, je ne repasserai pas en revue en fait les différents facteurs qui impactent les performances thermiques, mais donc on va retrouver en fait la conductivité thermique, après tout ce qui est résistance à la corrosion et aussi à l'encrassement. Et donc l'idée en fait derrière ça, c'est de proposer une solution pour avoir donc sur un évaporateur classique, donc on va avoir sur le côté vapeur en fait un film de condensat qui se crée et qui limite en fait l'échange thermique au niveau du jus qui est à l'intérieur. Donc l'idée ici en fait c'est de trouver un matériau qui soit suffisamment rugueux à l'extérieur pour que le film en fait de vapeur condensée parte en gouttelettes et donc s'élimine rapidement le long du tube en gouttelettes sans créer ce film, et que de l'autre côté avoir en fait une surface, un état de surface le plus lisse possible, le plus propre possible, pour favoriser en fait l'échange de chaleur avec le jus et également limiter l'encrassement au niveau de l'évaporateur.
Donc, dans l'article est présenté en fait un certain nombre de tests sur différents matériaux, avec notamment des avantages d'acier ferritique. Donc, celui qui est choisi, c'est le K39 ici, face à d'autres typologies d'acier, sur un certain nombre en fait, de critères, qui soient la conductivité thermique, la résistance à la contrainte ou la résistance au pitting. Et donc, une étude similaire est menée également sur le choix des aciers, en distillerie. Si je passe maintenant à la partie cristallisation, donc avec un sujet pour le plutôt moyen long terme, mais qui est relativement intéressant et qui concerne en fait l'ensemencement en continu. Donc, vous le savez, au niveau de la cristallisation, il y a un certain nombre de contraintes, que ce soit pour des cuites batch ou pour des cuites continues au niveau de l'ensemencement, pour être sûr de réaliser en fait un ensemencement régulier avec des tailles de cristaux conformes. Et donc là, l'idée proposée par des Sud-Africains, c'était derrière en fait de générer des cristaux directement dans une solution sucrée, donc dans une zone métastable, pour pouvoir réguler en fait la taille et la densité des cristaux à l'intérieur de la solution. Donc ça permet à la fois en fait d'avoir une production de semences qui est stable en termes de propriétés, donc derrière une production de cristaux de sucre qui ont des performances, qui ont des propriétés intéressantes, notamment en termes d'OM et de CV. Et ça permet également d'avoir une solution pour faire de l'ensemencement en continu, ce qui est non négligeable sur des cuites continues qui nécessitent sinon l'utilisation de cuites batch pour préparer la semence. Donc l'article présentait en fait un pilote de laboratoire qui cherchait en fait à produire des cristaux de l'ordre de 50 microns, donc pour pouvoir démarrer la semence avec un CV inférieur à 50. Donc c'est le graphe qu'on voit ici. Donc les essais en fait sur le pilote de laboratoire sont relativement concluants. D'autant plus qu'ils ont réussi en fait, à avoir une densité de cristaux dans la solution plus importante par rapport à ce à quoi ils s'attendaient initialement. Donc l'idée derrière, c'est de mettre en place, et ce qui est fait actuellement, de mettre en place en fait, un système au niveau industriel, parce que du coup on change d'échelle et on a des contraintes particulières. Donc le principe est le suivant, ça va être de préparer en fait une solution sucrée qui va donc servir d'apport en sucre, de réguler en fait son état dans la zone métastable et sa température à l'aide en fait d'un système de vide en faisant flasher la solution, permet donc d'avoir une température relativement stable et de maîtriser la zone de saturation, la saturation. Et puis ensuite, on va passer donc, cette solution dans un système avec une sonotrode, donc qui va transmettre en fait, les ondes sonores au milieu liquide et qui va permettre de générer du coup, de manière spontanée en fait, les cristaux à la taille que l'on souhaite. Et avec une répartition relativement stable. À la suite de ça, donc, une partie du jus a été bipassée pour continuer à cristalliser, à faire grossir en fait, derrière la semence pour qu'elle soit prête à être injectée au niveau des cuites et de l'atelier de cristallisation. Je vais passer maintenant à une partie, et on reviendra dessus parce que c'est un thème qui est relativement récurrent, donc qui est l'optimisation énergétique, avec un exemple en fait, de pratiques qui sont relativement courantes en fait, dans l'industrie sucrière de betterave, qui le sont moins en fait, dans les sucreries de canne, mais qui pourraient être amenées à se développer de par l'impact de la cogénération en fait, sur les revenus des complexes sucriers. Donc là, l'idée, en fait, c'est de venir recomprimer des vapeurs, donc vapeurs de cuite ou vapeurs basse pression, basse température, qui viendront du coup en déduction de la consommation de vapeur à l'entrée de V0 à l'entrée du premier effet de l'atelier d'évaporation. Donc, deux cas de figure en fait, pourraient se prêter à ce genre de modification. D'une part, ça serait par exemple une augmentation de capacité où l'on ne souhaite pas remplacer la chaudière parce que ça représente un investissement conséquent et où du coup on cherche des solutions pour réduire cette consommation de vapeur, garder sa chaudière à son débit nominal, tout en ayant une capacité de production plus importante.
Et donc le second cas, lui, est pour optimiser la cogénération, puisque derrière, en fait, toute la vapeur qui est économisée à l'entrée de l'atelier d'évaporation, c'est de la vapeur qui va pouvoir être utilisée au niveau des turbos à condensation pour produire de l'électricité. Donc le schéma de principe, sans rentrer dans le détail, en fait, c'est de rajouter un compresseur en fait, à 4 étages ici, qui va venir récupérer en fait, les vapeurs de la V5, donc du dernier effet d'évaporation, et les vapeurs des cuites au niveau de l'atelier de cristallisation pour les remonter en fait en tête du premier effet. Donc en termes de gains réalisés ici, donc on est sur une réduction de la consommation de V0 de l'ordre de 50%. Donc dans l'exemple pris, on était à 60 tonnes-heure. Pour une électricité consommée par les compresseurs de 9 MW, donc ce qui est quand même conséquent et ce qui peut modifier aussi structurellement l'installation électrique de l'usine. Mais par contre, l'électricité supplémentaire produite au niveau des turbos à condensation est de l'ordre de 15,8 MW. Donc, ce qui fait en fait un surplus d'électricité de 6,8 MW. Donc à 90 $ du mégawattheure, dans cet exemple, on était sur des revenus de l'ordre de 2,5 millions de dollars. Ce qui est loin d'être négligeable. Inconvénient majeur en fait, de ce genre de solution, ça va être la teneur en sucre des condensats que l'on récupère au niveau du premier effet pour les chaudières, notamment pour les chaudières haute pression. Donc ça, c'est un point que n'aborde pas du tout l'article, mais qui est un point clé pour pouvoir mettre en place ce genre de système. On va rester dans l'optique de l'optimisation d'énergie, alors cette fois-ci au travers de 2 exemples. Un premier exemple qui concerne un recueil en fait, de bonnes pratiques au niveau des prélèvements et l'utilisation notamment d'évaporateurs à flot tombant en comparaison d'évaporateurs à grimpage. Donc l'idée derrière, c'est de s'affranchir au niveau des évaporateurs du delta T hydrostatique sur les caisses à grimpage, et donc d'utiliser des flots tombants qui permettent d'avoir une différence de température qui est plus faible entre les effets, donc d'avoir des températures de vapeur, notamment sur les V3, V4, plus importantes, et ce qui va permettre donc d'utiliser ces vapeurs au niveau du process. Donc là, rapidement, sur le cas d'étude, donc sur une usine au Pakistan, on était donc sur le remplacement en fait, de Roberts par des falling films, notamment en effet 1. Ce qui permet en fait d'avoir une répartition des températures relativement intéressante et notamment d'utiliser en fait de la V3 pour la cristallisation. Et ce qui derrière en fait donne des économies d'énergie substantielles, puisque dans le cas présent, on passait avec ces bonnes pratiques de décalage de prélèvement et d'utilisation d'évaporateurs à flot tombant de 460 kg de vapeur à la tonne de canne à 400 kg. Second exemple qui concerne l'optimisation énergétique. Alors cette fois-ci, ce n'est pas de l'optimisation énergétique de vapeur de V0, donc entrée atelier d'évaporation, mais de vapeur haute pression par en fait l'électrification d'un certain nombre d'éléments dans l'usine. Donc on va retrouver donc dans le cas présent 4 scénarios de modification avec l'électrification notamment donc FWP, c'est Feed Water Pump, donc les pompes d'alimentation en eau. L'atelier de préparation donc, avec le défibreur et puis la batterie de moulin. Et donc l'idée derrière, ça va être de remplacer les turbos qui servaient à mettre en mouvement ces différents équipements par des moteurs électriques, donc, ce qui va forcément avoir pour impact donc, d'augmenter fortement la consommation électrique de l'usine, donc ici en bleu, mais par contre va permettre de réduire fortement la consommation en vapeur haute pression et va permettre d'optimiser en fait, la cogénération et la vente d'électricité sur le réseau. Tout cela est permis par le fait, en fait que les rendements des turbo-alternateurs au niveau des centrales électriques sont bien meilleurs en fait, que les rendements des turbos au niveau des moulins ou au niveau des préparateurs. On va passer maintenant au volet numérique. Donc l'ISSCT n'a pas échappé en fait, au développement d'outils numériques qui soient de simulation ou de suivi des performances
sur différents équipements. Donc j'ai isolé deux exemples. L'un qui concerne en fait l'amélioration des performances globales des sucreries et l'optimisation aussi également des investissements. Donc qui se fait via un logiciel de calcul basé donc, sur des bilans massiques, thermiques, électriques, énergétiques et économiques, donc qui permettent d'avoir une vision globale de la sucrerie, à travers deux exemples. L'un qui est l'augmentation de capacité et l'on appellera le debottlenecking, donc le désengorgement au niveau de la sucrerie, donc en lien avec les économies d'énergie, on le verra. Et un second qui concerne en fait l'optimisation technico-économique d'une usine de par l'optimisation de ses réglages grâce en fait à des algorithmes de calcul et d'optimisation. Rapidement sur ce premier exemple, donc l'idée c'est qu'on a en fait une sucrerie qui cherche derrière à augmenter en capacité, mais qui possède en fait un certain nombre de bottlenecks. Donc ici, si on veut les lister, on va retrouver par exemple le GC de la cristallisation, mais surtout en fait la chaudière, donc, qui est au maximum de sa capacité. Et l'idée c'est de savoir comment investir à bon escient pour être sûr d'une part de monter de 15% en production sans avoir de gros investissements à faire, et en tout cas les faire au bon endroit. Donc l'idée derrière, c'est de proposer un certain nombre de scénarios. Donc l'intérêt principal des logiciels de simulation et d'optimisation, ça va être de pouvoir couvrir en fait des dizaines et des dizaines de scénarios, que ce soit des scénarios sur de nouveaux équipements ou des scénarios de réglage, et à la fin de choisir quelle est la meilleure solution pour atteindre le but recherché en fonction des différentes contraintes de budget ou mettons de qualité de sucre qu'on veut produire derrière, etc. Donc en termes, ici, sur l'exemple concret de recommandations, on va retrouver un certain nombre de bonnes pratiques avec, et on les a vues tout à l'heure, donc l'installation de falling film pour pouvoir décaler des prélèvements, l'utilisation de cuite continue pour pouvoir travailler avec des vapeurs plus basse pression, et puis l'électrification derrière des différents organes de production. Voilà. Et donc après, à la fin, on obtient comme ça en fait une consommation de vapeur haute pression qui est bien inférieure à la production de la chaudière, hein, ce qui permet de travailler dans, là c'est trois types de cannes différentes, qui permet de travailler dans les trois types de cannes considérés. Rapidement, le deuxième exemple sur ces outils numériques, donc c'est ce qu'on va appeler en fait le value monitoring. Donc l'idée c'est de faire de l'optimisation plus ou moins temps réel, enfin à l'échelle de la sucrerie, des paramètres de conduite, en faisant des allers-retours en fait entre la sucrerie et les logiciels de simulation. Donc soit parce que la sucrerie est directement connectée à des logiciels de simulation et d'optimisation, soit déjà dans un premier temps entre guillemets à la main. Et donc l'idée derrière, ça va être de réduire, donc dans l'exemple considéré, on travaille sur la consommation énergétique, donc de réduire la consommation énergétique en fonction des différents réglages de l'usine et donc de faire varier en fait les paramètres de chacun des équipements en fonction des contraintes extérieures, contraintes climatiques, type de canne, ou éventuellement des contraintes économiques pour des fois essayer de valoriser au mieux les différents produits et sous-produits de la sucrerie. Donc là, par exemple, avec cette méthode et cet algorithme d'optimisation, on obtient des gains de l'ordre, sur cet exemple, de 10% de consommation énergétique à la fin de la campagne. Je reste dans le domaine du numérique, cette fois-ci avec le développement d'applications web pour faire du suivi en fait, en temps réel et de l'analyse de données sur des équipements, voire sur des usines complètes. Ça, c'est un projet d'application web développé en Iran, donc qui concerne en fait trois volets. D'une part, la récupération des données, donc qui va être clé puisque ça va être le socle à partir duquel les algorithmes ou les experts vont pouvoir travailler. Une première phase intermédiaire qui consiste en fait à réaliser un certain nombre d'analyses sur ces données, analyses qui peuvent être relativement simples, des statistiques, voilà, un certain nombre de petits calculs qui permettent déjà de dégrossir les données et d'essayer de trouver un certain nombre de recommandations. Et puis un troisième volet qui lui est plus poussé, qui je vais dire est peut-être un peu plus à la mode, même s'il apparaît encore peu dans l'industrie de manière générale, qui est tout ce qui est traitement des données avec des bases de données conséquentes.
donc data mining, ou derrière on peut aller faire du machine learning également. Donc c'est toutes ces thématiques qui ont été abordées dans cet article et qui peuvent apporter beaucoup à l'industrie de manière générale et à l'industrie sucrière en particulier, puis on le verra tout à l'heure avec sûrement des exemples sur la partie agricole. Voilà. Donc un exemple de screenshot de l'interface en question qui permet, alors là dans le cas de figure, dans mes souvenirs, donc ça permet en fait à un groupe de suivre l'évolution des 7 usines qu'ils possèdent dans le monde et de les comparer entre elles et également de pouvoir anticiper en fait en fonction de certains paramètres et de l'historique des performances de ces usines pour anticiper ce qui peut se passer derrière. Je vais finir avec un dernier point qui concerne en fait les coproduits. Donc un certain nombre d'articles ont été présentés en fait sur les coproduits qui permettent de valoriser les mélasses, qui vont permettre de valoriser également la bagasse. Donc on va retrouver en fait des exemples qu'on connaît bien, production d'éthanol, évidemment la production de vapeur, production d'électricité. Donc j'ai isolé 2 cas de figure qui m'ont semblé intéressants. Le premier qui est un prototype de brûleur de paille au niveau de la canne. Donc là l'idée c'est de dire, pour différentes raisons, qu'elles soient environnementales et énergétiques, on limite la combustion en fait sur champ de ces feuilles. Mais par contre, il faudrait pouvoir récupérer l'énergie qu'il y a derrière. Donc à titre en ordre de grandeur qui était présenté dans cet article, on est à peu près à 140 kg de matière sèche pour un PCI autour de 17 mégajoules par kilo, donc pour une tonne de canne. Donc 140 kg de matière sèche de feuilles. Et à comparaison, donc, le PCI du charbon est de l'ordre de 32. Donc l'idée derrière, en fait, c'est de développer un brûleur où on va venir amener la canne avec sa paille, qui donc va être convoyée dans le brûleur derrière pour pouvoir récupérer en fait toute cette énergie et de l'autre côté récupérer la canne en fait débarrassée de ses feuilles. Donc voilà, donc la grande difficulté en fait de ces systèmes, c'est de maîtriser la combustion à l'intérieur de la chambre de combustion pour éviter que l'ensemble de la canne brûle et qu'on réduise le taux de sucre. Donc là, dans le prototype qui a été réalisé, on a cette canne avec la paille qui arrive en tête, en entrée, en haut en fait, de la chambre de combustion et qui est convoyée en bas. L'idée, c'est d'essayer de garder une certaine verticalité de la combustion comme elle a lieu sur les champs. La grosse contrainte de ce prototype-là, à l'heure actuelle, là on est vraiment sur une phase amont d'études, c'est qu'ils utilisent un brûleur à gaz pour maîtriser la combustion et éviter en fait l'auto-inflammation, que l'ensemble s'entretienne et qu'on ne maîtrise plus rien et que l'ensemble crame dans la chambre de combustion. Donc c'est encore au stade très expérimental, mais d'un point de vue purement énergétique, en termes de valorisation, ça reste quand même relativement intéressant, puisque derrière, c'est de la vapeur, de l'électricité, éventuellement des cendres également pour l'agriculture. Par contre, gros inconvénient, évidemment, ça va être le transport derrière pour transporter l'ensemble. Donc dans l'étude, ils estimaient un surplus des coûts liés au transport qui était de 20%, enfin entre 15 et 25%. Et puis dans le cas du brûleur présenté, c'est l'utilisation de gaz. Donc si on peut quand même s'affranchir de gaz dans une sucrerie de canne, ça pourrait être intéressant. Deuxième thématique de valorisation des coproduits, c'est le traitement des vinasses. Donc produits de distillerie dont on sait parfois pas quoi faire. Et l'idée derrière, en fait, ça va être plutôt que de les pendre sur les champs où on peut être relativement limité, ça va être de les valoriser également par incinération. Donc à l'heure actuelle, en fait, ce qui se passe, c'est que ces vinasses doivent d'abord être concentrées jusqu'à un Brix de l'ordre de 55-60 avant d'être ajoutées à un combustible support, donc qui peut être de la bagasse, du charbon ou autre, mais en général c'est le plus simple, avec une grosse problématique derrière qui est l'encrassement de la chaudière, puisque les éléments minéraux et chimiques qui sont contenus dans la vinasse sont très néfastes, sont corrosifs et vont être très néfastes avec des fumées de, entre guillemets, très mauvaise qualité.
Donc il y a un gros écueil, en fait, une grosse difficulté sur le nettoyage et le traitement des fumées. Bon, en termes d'exemples, donc 2 exemples étaient cités. Donc un cas en fait avec un combustible support qui était du charbon, pour une chaudière à 45 bars et une capacité de l'incinérateur de l'ordre de 30 tonnes-heure. Et donc un ratio de charbon et de vinasse qui était de quasiment 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers charbon, 2 tiers vinasse. Et puis un second cas un peu plus intéressant qui lui se faisait à partir d'un combustible support donc de bagasse. Toujours 45 bars, et puis avec pareil un ratio relativement similaire. Et à l'heure actuelle, en fait, les recherches se focalisent sur la minimisation du combustible support, donc de la quantité de combustible support qu'on injecte, puisque toutes les configurations ne permettent pas d'avoir forcément, si la distillerie est un peu éloignée de la sucrerie parce qu'elle concerne plusieurs sucreries, on n'aura peut-être pas la bagasse à proximité. Donc l'idée et puis utiliser du charbon, c'est quand même un peu dommage. Donc l'idée derrière, c'est de minimiser ce combustible support. Donc il y a encore un certain nombre de recherches à réaliser, mais c'est des choses qui fonctionnent et qui sont quand même relativement intéressantes en termes de valorisation énergétique et de valorisation de la vinasse. Je vous remercie pour votre attention. Donc, j'ai essayé de vous définir un peu un panel de ce qui s'est présenté à cette ISSCT. Il y avait un certain nombre de présentations, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, comme je n'ai pas écrit ces présentations, je ne sais pas si je peux répondre à tout. Merci beaucoup pour cette présentation très riche, qui, j'espère, va appeler quelques questions dans la salle. Qui se lance ? Non, quand même. Non. Bon, il y a des sujets un peu étonnants, là. Votre affaire de paille, ouais. Bon, la paille reste un potentiel combustible important, mais les gens tournent autour sans vraiment trouver de solution. Exactement, oui. Ouais, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été regardées, mais il y a cette difficulté en fait de combustion, parce que sur champ, on est sur une tige qui est bien verticale, donc on imagine bien l'allumette qui s'enflamme facilement, donc on maîtrise bien l'ensemble. Une fois que la canne est en tas, c'est tout de suite plus compliqué, et pour l'instant, il n'y a pas eu de solution miracle qui permet de faire ça, mais voilà, il y a un certain nombre de recherches qui sont quand même en cours.